Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto. Je vais vous apprendre en fait à installer Darktable. C'est pas un tuto sur Darktable, même s'il y en aura bientôt, probablement sur ma chaîne YouTube et en même temps sur tuto.com. Donc c'est un logiciel qui n'est pas très connu, malheureusement. Je veux pas mieux vous le présenter que c'est un clone de Lightroom gratuit. Donc annoncé comme ça, c'est quand même assez spectaculaire, mais c'est ce qu'il est en fait. C'est un clone de Lightroom open source, donc on peut disposer des sources et télécharger le code source, le compiler soi-même, éventuellement faire des modifs si vous êtes développeur, parce que évidemment c'est pas donné à tout le monde. Et il est gratuit. Il est maintenu par des passionnés, il n'y a pas de logique commerciale, et il n'y a donc aussi évidemment aucun support, parce que je pense que je ferai une vidéo sur le flux de production, enfin le flux de retouches pour un photographe avec des outils open source et gratuits. Il y a aussi RAWTherapy par exemple. On peut penser à GIMP, même si GIMP est moins utilisable dans le sens où il n'y a pas de calque de réglage dans GIMP. Et pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, même s'il y a une version de développement, il ne supporte toujours pas le 16 et le 32 bits. Mais même dans la version de développement qui supporte le 16 bits, il n'y a pas de calque de réglage. Pas de calque de réglage pour un logiciel de retouche photo qui se veut être un clone de Photoshop, ou en tout cas se veut être une alternative à Photoshop, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas l'utiliser professionnellement, je suis désolé, mais c'est comme acheter une voiture et ne pas avoir de marche arrière. Oui, elle va rouler, oui, on peut faire en sorte qu'on va se garer tout le temps en marche avant, mais on est obligé de réorganiser sa vie en fonction de ça, de réorganiser sa production en fonction de ça, c'est pas possible. Donc autant Darktable peut être une vraie alternative à Lightroom, autant RAWTherapy peut être une vraie alternative à Camera Raw, GIMP n'est pas une alternative à Photoshop. Donc c'est pour ça que je vais faire des vidéos sur ce qui peut être une alternative à l'équivalent commercial que l'on a dans, entre guillemets, le monde, je sais pas comment appeler ça, le monde normal, le monde réel. Le défaut de Darktable, c'est qu'il n'est pas disponible pour Windows, en tout cas il n'est pas compilé. Jusque-là, il y avait une personne qui produisait un binaire pour Windows. Le site c'était parta.com. Et la personne qui est derrière ce site ne produit plus, ne compile plus le binaire pour Windows, et quand bien même c'était le cas, donc ici sur Aventure Reflex, sur ce blog, l'auteur propose un miroir, c'est-à-dire en gros héberge le binaire pour qu'on puisse toujours utiliser Darktable 2.0, mais même cette version qui était compilée pour Windows ne dispose pas de certains modules, comme par exemple le module carte, qui n'est pas dispo dans la version compilée pour Windows. Donc attention, là ce qu'on va faire, ça paraîtrait fou si on avait vu cette vidéo, je pense 10 ans avant, mais en gros, il faut savoir que depuis l'édition anniversaire de Windows 10, on a une sous-couche Linux qui est exécutable dans Windows. C'est-à-dire en gros, vous pouvez exécuter des binaires Windows sans perte de performance dans Windows. Ce n'est pas de l'émulation sauvage style par exemple l'inverse, c'est-à-dire par exemple sous Linux on essaye en tout cas d'exécuter des binaires avec Wine, qui est un ensemble de librairies pour permettre en fait l'exécution de binaires, mais évidemment sans avoir le code source, c'est du reverse engineering et c'est très compliqué d'obtenir déjà quelque chose de parfaitement compatible et ensuite qui dispose des mêmes performances. Puisqu'il faut transcoder évidemment les équivalents. Par exemple, tous les appels DirectX dans Wine sont convertis en appel OpenGL, puisque DirectX n'est pas disponible sur Windows, sur Linux. Là, en fait, la sous-couche Linux ou Windows permet vraiment d'exécuter ces binaires Linux, parce qu'en gros, votre noyau pour lui, il est sous Linux, en fait. Il n'y a pas de conversion. Alors, c'est une virtualisation d'assez bas niveau, dans le sens, pas dans le sens c'est de mauvaise qualité, c'est dans le sens c'est très proche du matériel. Et donc, vous avez un Linux qui s'exécute dans votre Windows et sans perte de performance. Ce n'est pas non plus une machine virtuelle style VMware, parce qu'il y a différents types de machines virtuelles, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc c'est pas un PC qui tourne émulé par Windows, où là on aurait évidemment des pertes, puisque quand on n'a pas de pass-through par exemple pour le GPU, on n'a pas d'appel au GPU direct, et là aussi on a une perte de performance. Donc on est vraiment dans une situation idéale où vous allez démarrer des programmes avec les performances originelles ou avec une perte de 1 ou 2%. Il y a des benchmarks qui ont été faits qui sont absolument hallucinants avec la sous-couche Linux Ubuntu. Donc déjà, premier détail important, ça tourne sur Ubuntu. C'est quelque chose qui est assez simple à administrer. Ubuntu, c'est une distribution qui est la plus populaire, la plus grand public. Et par défaut, ce n'est pas tellement fait pour exécuter des programmes lourds. GLX est en version 1.2, on ne peut pas le faire tourner en 1.3, ça veut dire que par exemple, on n'a pas d'accès direct au driver pour la carte graphique, donc là j'ai une Nvidia 980 GTX Ti,
les appels, ça fonctionne en fait pour les appels de base, mais en fait il y a un certain nombre d'extensions OpenGL qui ne seront pas accessibles. Pour Darktable, on aura quand même l'accélération GPU, mais on n'aura pas, vous ne pourrez pas lancer des jeux en version Linux sous votre sous-couche en fait dans Windows, quoi. Donc, ce qui serait idiot parce que bon, si vous lancez un jeu Steam, autant le lancer directement avec la version Windows, mais bon, si vous voulez aller dans la bidouille, voilà. Donc le truc c'est comment déjà on fait pour l'installer. Donc première chose, je vais faire sortir mon petit bloc-notes. Vous allez voir que la marche à suivre est très simple, j'ai juste tapé les lignes pour pouvoir les copier-coller pour aller plus vite, puisqu'il y a un tout petit peu de lignes à taper dans le terminal. Donc déjà première chose, il faut avoir Windows Anniversary Edition, c'est-à-dire que si on va dans les paramètres, dans le système, dans les informations, il vous faut au moins la version 14.393 point quelque chose, mais pas en dessous. Déjà première chose, donc avant de commencer par là, faites la mise à jour de l'Anniversary Edition si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite il faut activer le mode développeur, donc toujours pareil dans les préférences, on va taper pour les paramètres des développeurs, et ici je vais devoir taper mon mot de passe pour l'admin, et ici vous avez mode développeur pour autoriser les applications à utiliser fonctionnalités développement avancé, sinon par défaut Windows ne voudra pas exécuter des trucs qui sortent du Windows Store par exemple. Donc là je l'ai déjà fait, ne tenez pas compte du message d'erreur. Ensuite on va devoir installer des fonctionnalités supplémentaires, donc on va dans le panneau de configuration, l'ancien panneau de configuration, ça c'est un truc assez pénible avec Windows. Ils sont en train d'uniformiser tout ça, mais on a en fait l'ancien panneau qui cohabite avec le nouveau panneau des paramètres, voilà, et il y a des choses qui se font dans l'une et des choses qui se font dans l'autre, il y a même des choses qui sont redondantes d'ailleurs, mais c'est pas grave puisque c'est en train d'être, au fil des versions de Windows 10, on retrouve de plus en plus d'uniformité, donc à terme je pense que l'ancien disparaîtra. En attendant on va aller dans Programme, et on va aller dans Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Normalement vous ne devriez pas avoir le mot de passe à taper, c'est parce que moi j'ai converti un compte de compte normal à administrateur, et donc il me demande à chaque fois de saisir, mais c'est pas nécessaire normalement quand vous avez un compte administrateur. Et donc vous avez à cocher sous système Windows pour Linux Beta. Cette case n'apparaîtra pas si vous n'avez pas la version 14.393, donc si vous avez une version antérieure à l'Anniversary Edition, vous n'aurez pas cette case. Donc si elle n'y est pas, je vois des questions dans tous les sens par rapport à la sous-couche Linux, tout le monde dit ah, je comprends pas, je peux pas l'installer. À chaque fois c'est la même réponse. 1, le mode développeur n'est pas installé, et 2, en plus c'est pas la bonne version, ce qui fait que dans tous les cas cette case n'apparaîtra pas. Il faut vraiment qu'il y ait 2 autres trucs qui soient faits avant. Donc vous cochez, vous redémarrez et ça devrait être bon. Si jamais quand vous tapez ici Ubuntu, il n'y a rien qui tombe dans le menu démarrer, parce que c'est là en fait qu'il devrait vous proposer le bash pour Ubuntu, et donc démarrer la sous-couche, c'est pas grave. On va taper en fait commande pour avoir la ligne de commande, CMD, et il y a un exécutable qui s'appelle lxrun, et qui vous le voyez vous propose quelques choix. On va faire par exemple lxrun/install, et c'est la commande qui va nous permettre d'installer Ubuntu sous Windows. Donc on va taper O pour oui, il va le télécharger, et il va l'installer. Une fois qu'il aura fini l'installation, il va vous demander de créer un compte, puisque vous savez que Linux est un système d'exploitation foncièrement multi-utilisateur, donc il faut créer un compte, même si on peut avoir un accès aux routes, on va créer un compte utilisateur, et on utilisera sudo pour ceux qui ont l'habitude de Linux pour faire des commandes super utilisateurs, et on va en avoir besoin. Donc pendant qu'il fait ça, je vais le laisser traîner dans un coin histoire de voir, sinon je ferai une petite coupure en montage, parce que bon bah là ça va dépendre de ma connexion internet et de la météo générale d'internet au moment où je vous parle, et j'enregistre cette vidéo pour que ça aille plus ou moins vite, donc normalement ça va assez vite. Donc la sous-couche en fait émule, je devrais pas dire émule, mais lance un Linux sur Windows, et vous avez accès au bash. Donc en gros, vous avez accès à la ligne de commande, puisque c'est l'interpréteur de commande qui est installé par défaut sous Ubuntu. On peut en avoir d'autres, mais bon, c'est bash qui tourne par défaut, et franchement, c'est un excellent interpréteur de commande. Sous Windows, les administrateurs système utilisent PowerShell, qui s'inspire d'ailleurs pas mal de bash, mais qui n'a pas tout le passif de bash, dont on sait qu'il est très éprouvé et très stable. Mais vous ne pouvez pas par défaut lancer d'applications qui ont une interface graphique, ce qui est quand même un petit peu embêtant. C'est pas vraiment fait pour ça, mais on va installer en fait un serveur X, puisque c'est comme ça que tournent les applications graphiques. C'est en train de changer, donc j'espère que je vais pas me faire tomber dessus par tous les puristes qui vont tomber sur le jargon que j'utilise, etc. Donc oui, il y a Mir qui est en train d'être fait sur Ubuntu, oui, il n'y a pas forcément que des serveurs X, blablabla. En attendant, c'est là-dessus que ça tourne. Si on veut lancer des applications avec une interface graphique, il faut faire tourner un serveur X. Et il y en a pour Windows, il y a notamment Xming, que vous allez télécharger sur sourceforge.net.
qui s'installe très facilement. Vous téléchargez le .exe ici, vous laissez les opérations d'installation se faire avec les options par défaut, et ensuite vous lancez Xming en allant le chercher dans le menu démarrer. Je ne sais pas s'il va apparaître ici, si voilà, parce que je l'ai installé sur un autre utilisateur sur ma machine, mais il a été installé pour tous les utilisateurs. Il apparaît en bas ici, et vous avez du coup un serveur X qui tourne. Donc ce qu'on va faire, quand vous avez commencé peut-être à l'espionner en voyant mon petit bloc-notes, tout simplement on va depuis le bash faire un export de la variable display qui va lui dire d'écouter un certain port par défaut, et une fois qu'on a exporté cette variable, toutes les applications qui vont vouloir faire un appel au serveur X, ben en fait ça va, la sous-couche Linux va rediriger ces appels vers le serveur X qui tourne en arrière-plan. Vous voyez qu'ici il tourne sur serveur 0.0, donc c'est bien, il y aura bien une correspondance entre les appels de ce que fait l'interpréteur de commande et ce que fait le serveur X. Donc en gros, pour une application qui va tourner dans la sous-couche Linux, il va vraiment croire qu'il est sur un serveur X parce qu'il est sur un serveur X. Il va vraiment croire qu'il est sous Linux, même parce qu'il est sous Linux. Toute la sous-couche de bas niveau, qui fait le lien entre les périphériques, le processeur, la gestion de la RAM, etc., il fait à une couche très très basse, qui fait que vous avez vraiment des performances excellentes et que c'est vraiment un Linux qui cohabite avec Windows et qui exécute les binaires sans aucune couche d'émulation. Donc ici, on va taper un utilisateur, on va taper Darktable, et en mot de passe, je vais mettre un truc pas du tout secure, mais je vais l'appeler Darktable. Je sais même pas si j'ai fait, voilà. Donc maintenant j'ai un utilisateur Linux et j'ai un Linux qui est prêt à démarrer. Donc maintenant si je tape Linux, on va taper Ubuntu, voilà, j'ai bash sur Ubuntu sur Windows. Boum, là-dedans, maintenant, j'ai en fait un Linux qui tourne. Si je tape ls, je peux faire, on va faire cd/mnt, on va retrouver tous les disques durs. Et quand on va taper un programme qui n'existe pas, donc évidemment ces fichiers sont retrouvables sur le système, ils sont présents dans un répertoire, donc j'ai copieusement oublié parce que j'ai pas prévu de vous en parler, mais en gros dans le profil utilisateur dans AppData sur Windows, vous avez l'arborescence de votre Linux qui est présente, donc on peut faire communiquer les deux, évidemment, envoyer des fichiers de l'un à l'autre. Si vous l'installez MC par exemple, le Midnight Commander, on va faire un sudo apt-get, comme si on était sous Linux, et on va lui dire vas-y installe MC, on va taper le mot de passe qui est Darktable, et on va lui dire voilà, tu l'installes, il va chercher dans la bibliothèque, le repository de tous les packages, qui est d'ailleurs celui d'Ubuntu. Donc là, il est allé le chercher, il l'a installé, si j'appuie sur MC, boum, j'ai Midnight Commander. Donc regardez, si on va dans MNT maintenant, on va retrouver tous nos disques durs, en fait, C, D, E, F, G, etc. Et donc là, j'ai accès à mon arborescence Windows. Donc faites gaffe quand même, parce que vous, du coup, vous avez le boot manager, vous avez les fichiers d'hibernation, etc. Donc il faut quand même faire attention. Mais vous pouvez maintenant en gros administrer votre Windows avec le bash, faire des scripts bash et utiliser tous les outils d'ailleurs qui peuvent être intéressants sur Linux, et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc par exemple, si je crois qu'il y a un petit programme qui s'appelle Xeyes qui permet d'installer voilà, des applications de base pour X11, on va faire sudo apt-get install X11 apps et on va faire tourner nos premiers programmes en interface graphique avec le serveur Xming. Donc pour ça, il faut exporter la variable display. Donc quand vous faites un clic droit dans le terminal, en fait vous pouvez aussi utiliser les raccourcis. Donc pour ça, on va aller dans propriétés et on va activer le mode édition rapide et le mode insertion, ainsi que les raccourcis avec la touche CTRL. Faites attention que CTRL-C c'est interrompre une commande sous Linux, donc c'est pas coller. Ici quand je fais clic droit, vous voyez que ça colle et je fais un export. Maintenant si je fais Xeyes, qui a donc été installé, vous voyez que j'ai une application qui a été lancée par le système, et ça c'est une application Linux qui tourne avec le serveur Xming. On pourrait même maintenant du coup installer n'importe quelle application qui a une interface graphique. Bon, tout ça c'est cool, mais ici on tourne avec une Ubuntu qui est en version 14.04. Il n'y a que la Creators Update, la prochaine version majeure de Windows qui va sortir au printemps 2017, qui mettra par défaut une sous-couche en Ubuntu 16.04. Néanmoins, on peut forcer l'installation de la mise à jour d'Ubuntu dans la sous-couche actuelle. Il y a juste un petit truc, c'est qu'après ça casse des compatibilités au niveau du terminal et des terminaux virtuels pour l'interpréteur de commande, et on se retrouve, si on fait juste un sudo release upgrade en gros, on se retrouve à la fin avec un terminal qui est complètement pété et on ne peut plus rien faire. Donc il faut juste, avant de lancer cette procédure, aller ici, taper ces trois commandes,
je vais copieusement pas rentrer du tout dans les détails, donc si ça vous intéresse de savoir exactement ce qui est fait, et ce que ça va empêcher de faire plutôt pour la mise à jour, vous pouvez aller voir la doc sur les holds, en particulier pour sudo proc cps et strass. Et une fois que ces trois commandes sont rentrées, je suis bien passé en sudo en mode figé. Je vais du coup empêcher la mise à jour de flinguer l'utilisation de mon sudo, parce que je vais en avoir besoin par la suite, et on va faire la mise à jour. Donc il va trouver une 16.04 et il va faire la mise à jour. Donc là par contre je vais devoir faire une petite coupure au niveau du montage, puisque c'est quand même un petit peu plus long, il faut mettre à jour tout le système. Il y en a pour une dizaine de minutes avec une connexion VDSL, donc même pas tout à fait fibre optique. Donc si vous avez un peu plus que la DSL, voilà, c'est une dizaine de minutes. Si vous avez la DSL 8 mégas de base, ça vous fera une vingtaine de minutes. Bon, en gros, faut pas 2 heures, quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas très long. Maintenant, si vous avez une connexion rapide, ça ne prendra que quelques minutes. À l'arrivée, ça ne m'est pas arrivé, mais normalement, il devrait bloquer sur une question où il vous demande votre avis, et il faut en fait interrompre avec CTRL-C le processus de mise à jour de 14.04 à 16.04. Et si jamais vous devez faire ça, c'est pas grave, donc il y a une question, le système il est pas frisé, mais quel que soit ce que vous rentrez dans la réponse, en fait, il va pas plus loin. Vous faites un CTRL-C, vous interrompez et vous tapez, vous demandez au gestionnaire de package de faire un configure A. Donc c'est sudo dpkg -configure-A. J'ai pas eu à le faire sur les 3 machines où j'ai installé ça, donc je sais pas pourquoi, mais normalement ça devrait le faire. Moi, il m'a fait la mise à jour, nickel. Du début à la fin, il n'a pas été interrompu. Enfin voilà, le truc il finit et il est en Ubuntu 16.04 prêt à l'emploi. Juste par conscience professionnelle, je ferme le sous-système pour le forcer en gros à s'éteindre entre guillemets, et je le relance pour être sûr de démarrer entre guillemets sur des bases saines, mais c'était pas forcément nécessaire. Une fois qu'on aura fait ça, on aura un Ubuntu 16.04 et donc on va pouvoir installer le repository de Darktable qui dispose d'une version compilée pour Ubuntu 16.04 en version 2.2. Puisque le but de la manœuvre, vous l'avez vu, c'est d'installer Darktable 2.2 sous Windows en passant par Linux, puisque justement on n'a plus de binaire pour la version Windows. Le dernier binaire en date, c'est l'ancienne version, la 2.0, et en plus il n'est pas complet. Là, on va vraiment avoir un Darktable qui tourne comme si on était sous Linux Ubuntu, parce qu'on va être sous Linux Ubuntu, et on pourra utiliser tous les modules. Et vous allez voir que les derniers modules sont cool, mais je ne m'étendrai pas en fait dans cette vidéo. Mais en gros, les nouveautés de Darktable 2.2, c'est la présence d'un Liquify, donc une fluidité, un redresseur automatique de perspective, et la possibilité de créer ses propres lookup tables à partir d'un module directement dans le module développement. Donc pour tout ce qui est apprentissage de Darktable, on verra dans des vidéos séparées. Je voulais juste vous montrer ici en gros la sous-couche système sous Windows 10 et comment installer Darktable. Vous pouvez ensuite, une fois que ça c'est fait, du coup, avoir accès à l'ensemble des packages que vous pouvez trouver sous Ubuntu. Si vous voulez installer FreeCiv pour jouer à Free Civilization, vous avez le droit. Si vous voulez installer GIMP, de la version de développement de GIMP 2.9, vous pouvez utiliser le package, le repository, et ça va s'installer et ça va marcher quand vous allez taper GIMP. GIMP va démarrer puisqu'il va communiquer avec le serveur X. Et vous aurez en gros la dernière version de développement sans passer par la version compilée pour Windows. Bon, après il y a plein de programmes comme Rotherapy ou GIMP qui disposent de binaires dans les dernières versions de développement pour Windows. Donc ils sont compilés, et ça tourne en natif et c'est nickel. Néanmoins, il y a plein de programmes que vous pouvez avoir envie d'utiliser. En particulier si vous avez une aisance dans le bash, et si vous utilisez des scripts bash, et si vous êtes familier de l'environnement Unix, et que vous aimeriez bien utiliser ces outils sous Windows, cette sous-couche système, c'est vraiment du pain béni, ça marche vraiment très très bien. Et en plus, quand on la couple avec un serveur X, on a la possibilité d'avoir des applications à interface graphique de Linux. J'ai même installé Firefox juste pour le fun, pour voir. Et évidemment, il y a un accès réseau, donc on peut aller sur le net avec Firefox version Linux et tester ces sites en Firefox version Linux, juste pour voir à quoi ils ressemblent si on était sous Linux, sans avoir besoin de démarrer une machine virtuelle avec VMware qui consomme beaucoup plus de ressources, et sans avoir évidemment à redémarrer, ce qui est le truc le plus embêtant quand on veut tester des trucs sous Linux. Donc pour tous les fanats de Linux qui ont envie de tester des trucs sans quitter leur environnement Windows, c'est vraiment, vraiment excellent, et je tenais juste à vous montrer dans cette vidéo comment en profiter pour avoir Darktable 2.2, puisque là c'est pertinent, puisqu'il n'y a pas de binaire Windows, donc pour le coup c'est vraiment cool de pouvoir faire ça via une sous-couche système, sans quitter confortablement son petit Windows 10 dans lequel on a ses habitudes. Donc là je vais le laisser aller jusqu'au bout, je vais faire une petite coupure,
Et je vais vous montrer la fin de l'installation, c'est-à-dire en gros, on va utiliser Ubuntu 16.04, on va rajouter le repository que vous avez là, donc en gros, vous faites un sudo add apt repository, donc vous avez la commande qui est ici. Je mettrai toutes ces commandes dans les commentaires de la version YouTube ou sur la fiche tuto.com si vous regardez ça sur tuto.com, donc vous pouvez, entre guillemets, commencer à faire ça en parallèle. Et ensuite, ce sera tout simplement un sudo apt-get update pour mettre à jour les packages que l'on a ajoutés via ce nouveau dépôt, et ensuite tout simplement un sudo apt-get install Darktable, et c'est la dernière version de développement qui va automatiquement venir s'installer sur votre sous-couche Linux Ubuntu 16.04. Donc je fais une petite coupure, je vous tape ces petites commandes, on regarde Darktable se lancer, et ensuite je vous laisserai faire ça chez vous et profiter de la dernière version de Darktable sur Windows 10. Ok, donc ça y est, l'installation est terminée. Alors j'ai pas chronométré, hein, j'ai fait un petit montage, vous l'avez vu, ça a été en accéléré. Je dirais 10 minutes, même pas tout à fait, donc quand même aller assez vite. Donc on va juste fermer le bash sur Ubuntu sur Windows. Le titre est assez rigolo d'ailleurs, bash sur Ubuntu sur Windows. Genre de choses, si on l'avait vu il y a 3-4 ans, je pense qu'on aurait cru à un poisson d'avril. Un petit truc, à chaque fois que vous quittez en fait la sous-couche Linux sous Windows, il faut réexporter la variable, ou alors on pourrait la mettre dans le script qui est exécuté à chaque lancement de bash pour que ce soit fait automatiquement. Évidemment, n'oubliez pas de lancer votre Xming derrière, hein, sinon ça va pas le faire. Donc on va ajouter le dépôt de Darktable, on tape le mot de passe du compte, il va aller chercher la clé, on tape sur entrée pour valider, il installe les clés. Donc pour ceux qui connaissent, qui sont pas très familiers, qui veulent juste en gros installer Darktable et qui se foutent un peu de tout ce que je raconte sur Linux parce que ça les intéresse pas, juste un petit truc quand même, le système de dépôt est vraiment excellent puisque c'est un dépôt qui vous permet d'installer des logiciels déjà en quelques clics, puisqu'il y a une interface graphique hein, sous Ubuntu, on se fait pas tout en ligne de commande, mais là on est en ligne de commande. Et ça garantit en fait que ce programme que vous téléchargez a été vérifié, qu'il fonctionne et surtout qu'il n'est pas altéré, donc en gros pas de virus, pas de spyware ou peu importe. Donc quand vous téléchargez un exe quelque part sur le net, à moins que ce soit chez Microsoft ou chez Adobe ou chez les éditeurs, partout ailleurs, en gros, quand c'est chez des tiers, vous ne savez pas finalement si le truc n'a pas été altéré. Sous Ubuntu, tous les packages dans les repositories ici ont été signés, et c'est pour ça que vous voyez ce truc apparaître, GPG, avec un système de clés qui garantit que en fait, vous téléchargez bien la bonne version, que c'est pas un truc qui a été altéré. Voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant que le repository est installé, on fait un sudo apt-get update pour mettre à jour les packages disponibles. Puisqu'on vient de lui rajouter un nouveau dépôt, il faut qu'il prenne conscience du contenu de ce dépôt, donc on fait un sudo apt-get update. C'est à ça que sert la commande. Plus vous avez de dépôts, plus cette commande est longue à exécuter. Et nous, on va faire un sudo. Donc en gros, on prend les commandes du super utilisateur, parce que par défaut, on n'a pas le droit d'installer des programmes. C'est un peu comme sous Windows en fait. Sauf que sous Linux, c'est un petit peu plus secure, on va dire, puisque c'est pas juste une boîte de dialogue où on clique sur OK, il faut taper votre mot de passe. Donc si vous n'avez pas le mot de passe d'un compte administrateur, du coup, vous ne pourrez pas le faire. Bon, par défaut, le compte que j'ai créé est un compte administrateur, donc forcément, il n'y a pas de problème, mais sous Linux, vous pouvez créer des comptes normaux, comme sous Windows, évidemment, et à chaque fois que vous voulez prendre le pouvoir, entre guillemets, il faut que l'utilisateur ait le droit de prendre le pouvoir, donc le super utilisateur donne à un utilisateur normal le droit de prendre le pouvoir, et ensuite, il faut qu'il tape le mot de passe. Donc là, on installe Darktable depuis le repository, donc ce qu'on appelle un dépôt, en version 2.2, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a aucun binaire pour Windows, donc c'est la seule façon d'exécuter Darktable sous Windows, c'est soit de passer par un VMware, soit de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire en gros on va l'exécuter nativement. Donc là on a toutes les dépendances qui sont en train de s'installer, puisque Darktable fait appel à un certain nombre de dépendances, et une fois que ces dépendances auront été installées, c'est Darktable qui s'installe en dernier, et on pourra tout simplement taper Darktable dans le terminal et voir Darktable se lancer, en tout cas j'espère, mais normalement il n'y a pas de problème, ça marche sans souci. Vous pouvez, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez sans problème lancer deux couches côte à côte, et ça c'est plutôt cool, vous pouvez lancer deux sous-systèmes côte à côte pour faire des commandes différentes, et même d'ailleurs faire des installations en même temps, ce qui n'est pas possible sous un vrai système Linux, puisque un même utilisateur sous Linux ne peut pas lancer deux fois un apt-get, puisque le processus verrouille en fait l'accès aux fichiers temporaires, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui se passent, mais en gros, on ne peut pas installer deux programmes en même temps avec apt-get, avec le même utilisateur sous Linux, par défaut.
Alors que là, avec deux sous-systèmes, on pourrait là lancer l'installation de GIMP, que ça marcherait aussi sans problème. Bon bref, c'était juste une petite parenthèse de geek. Encore une fois, les photographes qui sont venus sur cette vidéo juste pour voir comment on installe Darktable, comme je l'ai dit dans la description, à la limite, regardez ce qu'il y a dans la description avec les commandes, ce que vous avez ici là, et vous n'avez pas besoin à la limite de m'écouter donner des précisions sur comment fonctionne Linux, mais il y a vraiment plein de trucs quand même qui sont cool, et encore une fois, d'avoir tout ça sous Windows, c'est vraiment excellent parce que il y a beaucoup d'outils sous Linux qui sont éprouvés, dont on sait qu'ils marchent bien, et vu que maintenant on a accès au sous-système et qu'on a accès à toute l'arborescence, on pourrait vraiment faire des opérations de maintenance, je pense assez poussées, en utilisant le bash, en utilisant des applications Linux, mais en manageant des systèmes Windows. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Tous les systèmes de backup, je sais que sous PowerShell, enfin en tout cas sous Windows avec PowerShell, on peut scripter par exemple Robocopy, qui est une sorte de clone de AirSync pour faire des backups. Mais maintenant que vous avez ce truc là, vous n'avez pas un portage de AirSync en binaire sous Windows, vous avez un vrai environnement qui peut se lancer et qui peut faire tourner plein de choses en arrière-plan, qui peut faire appel à des scripts en fonction de conditions. Enfin bon, c'est vraiment génial. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien, et quand j'ai vu qu'en plus on pouvait faire tourner des applications avec le serveur X tel que Darktable, je me suis dit là c'est vraiment génial. On rentre clairement dans, il y a une page qui est en train de s'ouvrir là. On va pouvoir faire cohabiter des applications Linux et Windows sans redémarrer et sans virtualisation qui serait excessive, enfin sans virtualisation lourde, avec vraiment une virtualisation de bas niveau avec des performances très très bonnes. La prochaine étape, ce serait d'avoir un accès GLX 1.3, c'est-à-dire en gros d'avoir toutes les extensions et de pouvoir lancer des applications 3D qui iraient taper dans la carte graphique avec des performances proches de ce qu'on aurait en natif, quoi. C'est-à-dire en gros une sorte de PCI pass-through, c'est-à-dire en gros que le sous-système Linux ait accès au GPU directement avec les drivers Nvidia, quoi. Donc là, figurez-vous que j'ai installé les drivers Nvidia, enfin j'ai déjà essayé d'installer les drivers Nvidia, et évidemment il n'arrive pas à communiquer avec le serveur X, c'est-à-dire en gros le serveur X qui tourne là pour version Windows n'a que faire de driver Nvidia qui est installé dans le sous-système, il les voit pas. Ce que voit le serveur Xming là, c'est les drivers Nvidia de ma version Windows, qui eux ne peuvent pas communiquer avec le sous-système Linux bien entendu. Donc figurez-vous que l'installation fonctionne, c'est-à-dire si vous installez les drivers Nvidia là dans le sous-système, ils vont se compiler, ils vont s'installer, il n'y a pas de problème, mais évidemment ils vont pas trouver d'écran rattaché en fait. Voilà, en gros c'est ça le truc. Donc je sais pas quelle sorcellerie pourrait faire en sorte que ça arrive un jour, mais ce serait vraiment excellent d'arriver à avoir une accélération 3D avec toutes les extensions GLX. Bref, Darktable, regardez ça. Bim, Darktable 2.2.1 qui tourne sous Windows. On va juste, vous voyez que il me manque la truc là-haut, donc on va juste redimensionner pour, hop, voilà, faire apparaître la barre de titre, et on a bien les autres modules. Donc on a le module carte par exemple, pour géolocaliser les photos, on a le table lumineuse, on a la chambre noire. La chambre noire ici ne va pas se lancer puisque j'ai pas importé de photos, donc on va vite fait, juste quand même pour vous montrer, et on va aller chercher les autres allocations, computer. N'oubliez pas que votre arborescence Windows est dans MNT, suivi ensuite de là où vous avez rangé vos photos. Donc moi par exemple ce sera dans Fashion, et puis on va prendre par exemple mon dernier shoot, enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, et il va importer comme il le ferait d'ailleurs sous Lightroom. On importe tout le dossier et on voit ici le rendu qui est en train de se faire. On va augmenter, voilà, la taille des vignettes, et puis on va prendre une photo et on va la passer en chambre noire, et on a ici voilà la chambre noire qui va se lancer, et voilà notre photo avec tous les modules, plus de modules ici. N'oubliez pas que seuls quelques-uns sont affichés par défaut, et on a vraiment beaucoup plus de trucs que dans Lightroom. Enfin il faut quand même le dire, tout ce qui est dans Lightroom au module du développement et dans Darktable, on a des équivalents, mais il y a plein de choses qui sont dans Darktable qui ne sont pas dans Lightroom, et en particulier dans la version 2.2 on a le liquéfié. Donc en gros un système de Liquify, je vais juste vous montrer pour la blague, voilà, un système de Liquify directement dans Darktable. Donc en gros, c'est comme si on avait le Liquify de Photoshop mais dans Lightroom. Et ça c'est quand même plutôt cool, les performances sont très très bonnes. Et on a toujours le même système de masque dessiné paramétrique et de mode de fusion qui permet de mettre plusieurs instances et de les cloner les unes sur les autres. Enfin bref, ça par contre on le verra dans une autre vidéo, mais il y a plein de choses au niveau du développement qui n'existent pas dans Lightroom. J'espère que ça arrivera un jour parce que ça permet des choses beaucoup plus poussées que dans Lightroom, et ça fait un pont en fait avec Photoshop ou un logiciel de trucage. C'est-à-dire que Lightroom n'est qu'un logiciel de développement, et dès qu'on veut truquer un petit peu, notamment par exemple faire du Liquify, on est obligé de passer dans Photoshop. Darktable fait une sorte de pont entre les deux. On peut pas encore, par exemple, je peux pas remplacer le fond là, je peux pas faire un composite,
Mais il y a vraiment beaucoup de choses assez avancées en termes de trucage qu'on peut faire sans quitter Darktable, alors que si on avait que Lightroom, ben, on ne pourrait juste pas les faire. Donc il est vraiment très intéressant ce logiciel, je vais définitivement proposer plus de vidéos à l'avenir. C'est la première vidéo que je fais genre ever sur Darktable, j'en ai jamais parlé avant, même si ça fait un petit moment que je le suis. Et quand j'ai vu les nouveautés de la 2.2 et que j'ai vu qu'on ne pouvait pas l'exécuter sur Windows, mais que j'ai trouvé cette solution avec la sous-couche Linux, je me suis dit définitivement il faut que je fasse quelque chose parce que clairement la cible elle va être sous Windows. Pour les gens qui sont sur Mac, vous ne tomberez pas sur cette vidéo puisqu'il y a déjà un binaire pour Mac, donc au moins il n'y a pas de problème. Si vous allez sur le site officiel darktable.org, vous trouverez dans la version dans Install le binaire pour macOS X, qu'on appelle macOS maintenant. Voilà, et vous avez un DMG, vous le glissez dans le répertoire application, c'est la beauté du Mac et ça marche. Boum, merci, au revoir. Pas besoin de faire tout ça. Je pense qu'à terme, il y aura une version binaire pour Windows parce qu'il y a vraiment une demande pressante. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Pour retrouver toutes mes autres formations sur tuto.com, c'est extrêmement simple. Vous tapez Julien Ponce tout attaché dans le moteur de recherche de la page d'accueil, vous tapez sur Entrée et vous allez tomber tout de suite sur toutes mes vidéos. Vous pouvez les classer par différents logiciels, par langue, puisque je propose aussi des tutos en anglais, et vous trouverez ensuite ceux qui sont en promo par exemple, en cliquant sur l'onglet promo, donc c'est un bon moyen pour filtrer les vidéos. Il y a toujours des promos qui tournent, il y a aussi des fois des deals du jour à moins 70%, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, en particulier sur les autres vidéos de ce bundle, en l'occurrence c'est celle qui s'appelle Maîtriser, et il y a maîtriser les masques de fusion, maîtriser les préférences, maîtriser les objets dynamiques, et il y a toute une formation complète sur Photoshop CC que vous pouvez découvrir, soit en prenant le bundle complet, soit en prenant à la carte. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook officielle, donc là je ne suis pas logué, j'ai ce petit avertissement, mais ce que vous voyez ici c'est facebook.com/julienponceuk, où vous allez trouver en fait toute mon actualité. Je parle aussi de toutes les choses qui m'inspirent sur le cinéma, la photographie, la musique, les jeux vidéo, et bien évidemment tout ce qui concerne mes productions et mes tutos. J'hésite pas de temps en temps à lâcher aussi des coupons, et surtout vous n'hésitez pas à me poser des questions, puisque c'est un moyen facile via la messagerie de Facebook de me poser des questions en m'envoyant des pièces jointes pour que je puisse voir ce sur quoi vous travaillez. Enfin, n'hésitez pas aussi à consulter ma chaîne YouTube et à vous abonner, puisque sur youtube.com/julienponce.tv, je propose des tutos gratuits en français et en anglais sur Photoshop, Lightroom, et de temps en temps sur After Effects. Il y a en général un tuto par semaine, ça dépend de mon travail et des périodes de fête par exemple, mais voilà, je vous propose un tuto gratos assez régulièrement. En général j'essaie de me tenir à un par semaine, ça m'arrive d'en proposer 2, donc si vous vous abonnez, vous serez automatiquement informé d'une nouvelle publication, et là aussi il sera possible d'interagir avec moi avec les commentaires. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle formation sur tuto.com. Salut.